Le journal de 23h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. 61 ans d'existence en Côte d'Ivoire des forces armées. Depuis 3 ans, les soldats de tout corps commémorent à l'occasion la fête des armées. Et pour cette édition, la célébration a vu la distinction ce jour de 33 agents de l'armée ivoirienne. C'est en présence du Premier ministre Patrick Achi. Le Sénat accorde aux juges la souveraineté sur toute décision de retrait de permis en cas d'infraction aux lois de sécurité routière. Le texte de loi accorde le libre champ d'agir. Il a été adopté à l'unanimité par les membres de la commission Sécurité et Défense du Sénat. L'orpaillage clandestin menace les activités de pêche sur le lac Kossou. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. Avec l'eau polluée, les ressources halieutiques du lac disparaissent. Les pêcheurs, vendeurs et consommateurs appellent le gouvernement à agir. Le sujet est à la loupe ce soir. Bienvenue dans ce 23h. 33 hommes de l'armée ivoirienne distingués ce 2 août à l'occasion de la fête des armées qui célèbre cette année les 61 ans d'existence de la création des forces armées de Côte d'Ivoire. La cérémonie du jour a enregistré la présence du chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi, suivant le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Se rappeler des pionniers de l'armée fondée le 27 juin 1960. Raffermir les liens armée-nation, célébrer l'excellence et le mérite, voici entre autres les motivations de la fête des armées. La célébration est à sa 3e édition sous l'impulsion du chef d'état-major général des armées. C'est en 2019 qu'a germé l'idée de consacrer une journée aux armées à la date anniversaire de leur création. Cette initiative pour les hommes et les femmes en charge de la défense opérationnelle du territoire et de la protection des personnes et des biens, de marquer un temps d'arrêt, celui d'opérer une introspection individuelle et une réflexion prospective collective. D'où le choix du thème de la présente édition, solidaire pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée. Au nombre des activités déjà menées, une collecte de sang de l'ensemble des personnels des forces de défense et de sécurité et corps paramilitaires sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'un don en vivres et en médicaments à certaines populations de la frontière nord fragilisées par la menace terroriste. Pose de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts en hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Un acte effectué par le Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Puis, la récompense de 33 personnels issus de l'ensemble des forces pour leur exemplarité dans le service. Ces distingués ont reçu des coffrets des mains des autorités au rang desquelles Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Une distinction ponctuée de remises de cadeaux souvenirs à plusieurs personnalités, témoignages de la gratitude des armées à leur égard. Se résume ainsi, ce lundi 2 août 2021, les temps forts de la cérémonie militaire de la fête des armées, débuté le 26 juillet dernier, dont le clou est ce défilé pédestre de troupes tenu à la place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin de l'état-major général des armées. La justice ivoirienne est désormais en droit de prononcer un jugement en cas d'infraction commis en matière de police de la circulation routière. Les sénateurs ont adopté le projet de loi proposé par le ministre de la Justice. Le point de Kader Sogodogo. On pourra le dire ainsi, passage éclair du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, devant les sénateurs membres de la commission Sécurité et Défense. En moins de 15 minutes, les sénateurs ont adopté à l'unanimité le projet de loi modifiant la fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation. Un projet de loi qui renforce le pouvoir de décision du juge en ce qui concerne l'annulation du permis de conduire. Le gouvernement aujourd'hui a engagé des actions de lutte contre la vague d'accidents de circulation que nous connaissons et qui endeuille
des populations ivoiriennes. Pour cela, le gouvernement entend utiliser les moyens à sa disposition. C'est vrai, on le fait par la sensibilisation, par la formation, mais également on le fait par le recours à la répression, à l'effet d'annuler les permis des conducteurs de véhicules à moteur qui occasionnent ces accidents. Et ils sont nombreux par leur insouciance, leur inconstance et surtout par leur légèreté. Après son adoption par le Parlement, reste à présent sa promulgation. C'est clair, ce projet de loi va énormément contribuer à réduire les accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. L'activité de la pêche dans le centre de la Côte d'Ivoire est menacée par l'orpaillage clandestin. Les exploitations faites sur le lac Kossou troublent ces activités. Les produits toxiques utilisés par ces orpailleurs polluent les eaux et détruisent les poissons. Dans les rues de Boisflé, les pêcheurs, vendeurs et acheteurs sont dans le désarroi. Ils souhaitent l'intervention du gouvernement Soro Corona. Boisflé, marché de Kossou. Cet important lieu de vente de poissons frais de la région de la Maraoué risque de fermer. La seule raison, le lac de Kossou où les pêcheurs ravitaillent ce marché est menacé. Les orpailleurs illégaux ont élu domicile aux abords et même dans le lac. Ce qui a aggravé la situation maintenant et que je viens de constater récemment, c'est le développement de cette activité sur le lac de Kossou et dans le fleuve Bandaba. Sur l'eau, il y a plus de 100 dragues sur les eaux qui sont en train de chercher de l'eau. Les dragues flottants, ce sont des grosses machines que les gars fabriquent. Ils s'installent sur le plan d'eau et ils pompent l'eau, ils pompent la boue. C'est-à-dire qu'ils veulent faire sortir de l'or. Le gravier qui sort, ils ne vont pas le laver sur la rive. Mais ça, le traitement, ce n'est pas sur place. Avant, ce qu'on voyait là, il y avait des orpailleurs ici, mais eux, ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont actuellement sur le lac. Actuellement, vous entendez le bruit. C'est eux qui font qu'actuellement, il n'y a plus de poissons. Avec ce bruit-là, on ne peut plus avoir du poisson. Les poissons aussi ont fui. Ces orpailleurs illicites utilisent des produits nocifs qui menacent la survie des poissons, réduisant du coup l'activité de pêche à néant. Aujourd'hui, cette eau-là, elle est menacée dans son intégrité à travers les produits chimiques utilisés, tels que le mercure et le cyanure. Si cela continue, avec le mercure, avec la turbidité élevée de l'eau, la ressource halieutique forcément va prendre un coup parce qu'il n'y aura plus de reproduction, les poissons vont mourir d'intoxication et tout ceci menace cette ressource-là et menace l'économie locale. Vous savez, le poisson à Boisflé, c'est une réalité. C'est des produits qui petit à petit peuvent se retrouver dans la chair du poisson. Et quand ça se retrouve dans la chair du poisson, nous aussi, notre organisme peut aussi avoir un stockage. Il faut prévenir pour qu'on ne soit pas surpris dans les années à venir. Plusieurs poissons flottent au-dessus du lac après avoir ingurgité l'eau polluée. Un danger pour les consommateurs. Le mercure et le cyanure sont des métaux lourds. Donc une fois dans l'eau, le poisson, ça va aller dans l'organisme du poisson. Et les métaux lourds en général, ça reste dans l'organisme du poisson. Et quand ces métaux lourds sont consommés en consommant le poisson, ça agit aussi sur l'organisme humain. Actuellement, les poissons meurent sur l'eau seule. Donc vraiment, jusqu'à l'année prochaine, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. La pêche n'est pas la seule activité menacée par le paillage illégal sur le lac Kossou. Le maraîcher est développé à partir de l'eau. Et s'il y a paillage clandestin, et s'il y a pollution de l'eau, cela veut sans dire qu'il y a également, disons, un impact sur nos produits, sur les maraîchers. Et ce qu'on constate également, c'est que les jeunes gens préfèrent aller s'adonner à l'orpaillage clandestin que d'aller travailler dans le champ. Donc on a un souci de main-d'œuvre. Le Bandama, qui approvisionne le lac de Kossou, connaît une pollution. Pollution, si on y prend garde, constituera un danger pour l'approvisionnement en eau potable. Le Bandama, c'est un bassin versant. Et le lac de Kossou est sur le bras du Bandama blanc. Ça veut dire qu'après le barrage, nous allons jusqu'à, vous savez, le Bandama, son exutoire, c'est Grand Laou. Voilà, c'est cette eau-là que la SODECI utilise pour le traitement. Alors si cette eau-là est polluée par les métaux lourds, par le mercure et autres, c'est véritablement une menace pour la production en eau potable de toutes les villes qui sont alignées sur ce bras du Bandama. À Boisflé, tous les acteurs de la filière pêche voient leurs activités disparaître si des solutions idoines ne sont pas trouvées. Aujourd'hui, ça fait 41 ans que je suis sur le lac Kossou, mais à cause de la pollution d'eau aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés pour avoir le poisson sur le lac. Ça met beaucoup de familles au chômage.
S'il n'y a plus de poissons, ils ne pourront pas vendre. Nous autres aussi, ça nous met aussi au chômage, ça ne nous arrange pas. Pour tirer la sonnette d'alarme, pêcheurs, acheteurs et revendeurs sont descendus dans les rues de Boisflé, direction la préfecture de région pour demander l'intervention du gouvernement afin de solliciter une solution adéquate à l'orpaillage illégal qui menace la pêche en Côte d'Ivoire. Ce que moi je demande au gouvernement, vraiment il demande une doléance auprès du président Alassane Ouattara de nous aider. Il faut que la poisson soit comme avant. Dans la Marawi, tous sont mobilisés pour le retrait des orpailleurs illégaux sur le lac Kossou. Mieux, les victimes de la pratique de l'orpaillage illicite sur le lac Kossou saluent la décision du dernier Conseil national de sécurité sur l'orpaillage illégal. Le Conseil national de sécurité a autorisé la création d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal fort de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts. L'orpaillage illicite fait perdre à l'économie ivoirienne plus de 400 milliards de francs CFA par an, selon le ministère des Mines. Voilà un problème sérieux face auquel il faudrait vite agir pour la préservation de l'environnement et aussi des emplois des marailleurs, des emplois aussi de tous ceux qui découlent de cette activité. Une innovation redynamise l'activité au ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Un data center a été ouvert pour une meilleure conservation et la sécurisation des données. Nous en parlons avec Kader Sogodogo. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État se dote d'un instrument majeur pour son bon fonctionnement, un data center, la mémoire de tout son système. Il est implanté à Yamoussoukro. Pour son inauguration, le ministre Moussa Sanogo, l'initiateur de ce système, a fait le déplacement en compagnie du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom. Ce data center de dernière génération est un véritable bond dans le futur. Ce data center mutualisé de secours est un dispositif technologique qui vise à garantir la haute disponibilité des données et la continuité des services en cas de sinistre dans les différentes structures sous la tutelle de mon département ministériel. La Côte d'Ivoire est engagée dans un vaste processus de réforme et de modernisation des finances publiques en vue du renforcement du système de gestion de ces ressources publiques indispensable pour la mise en œuvre des politiques de développement. L'apport des technologies de l'information et de la communication n'est plus à démontrer dans la mise en œuvre de ce programme de modernisation. Pour le ministre Roger Adom, cet outil informatique qui cadre bien avec la vision du président de la République doit faire école. Si jamais vous avez vos données aujourd'hui, vous avez votre état civil, vous avez vos impôts, vous garantissez la continuité. On ne va pas vous dire que les données sont perdues, bien au contraire, les données seront toujours disponibles et présentes. Donc c'est vraiment l'objectif et l'ambition qu'a eu le ministre du Budget du portefeuille de l'État. Et je pense que c'est ce que nous demande de faire le président de la République, Alassane Ouattara, et faire en sorte que tout ceci existe et permette de garantir la continuité de l'État. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État englobe 5 directions générales: impôts, douanes, budget et finances, marché public et portefeuille de l'État. Toutes leurs données ont désormais un cadre vital, le data center de Yamoussoukro. La politique de bonne gouvernance s'étend aux communes. Un comité de lutte contre le racket a été installé dans la commune de Trècheville. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme MCC du gouvernement américain pour un appui financier aux pays en voie de développement engagés dans la bonne gouvernance. Les précisions de Michel Digré. Des agents du district de police de Trècheville qui reçoivent des bulletins de service. Un moyen efficace pour mettre fin aux rackets sur les routes. Pour savoir si le policier ou bien le gendarme désigné qu'on trouve sur le terrain est désigné effectivement à cet endroit. Ça permet également à la population de se rendre compte lorsqu'ils sont face à ces policiers ou gendarmes, de leur demander qui vous a envoyé ici. Ce dispositif et bien d'autres initiatives seront engagées pour traquer la corruption à Trècheville. La commune installe son comité de lutte contre le racket. Nous prenons l'engagement solennel de sécuriser l'état civil et les délais de l'ignorance des actes, de combattre le racket sous toutes ses formes au sein de notre administration communale. Le directeur général de la décentralisation donne les enjeux de la mise sur pied de ce comité. Ce comité communal de lutte contre le racket est le vôtre. Il est l'affaire des populations. C'est pour que vous vous retrouviez là et que vous vous concertiez.
Un commerçant peut venir pour dire, Monsieur le Président, vraiment je suis l'objet des raquettes. Voilà comment les gens procèdent. Le président de la République, dans sa vision de promotion de la bonne gouvernance, nous engage à faire la promotion justement de la lutte contre le racket, la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire et particulièrement dans les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Sur 201 communes, seulement 24 à ce jour ont installé leur comité de lutte contre le racket. Nous voyons à présent les chiffres de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. « 63 nouveaux cas de Covid-19, 72 nouvelles guérisons et 2 cas de décès ont été répertoriés ce jour. À cette date du 2 août 2021, la Côte d'Ivoire compte 50 341 cas confirmés, dont 49 461 personnes guéries, 332 décès. Il reste encore 548 cas actifs. Au moins 1 023 548 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et il faut profiter des vaccins pendant qu'ils sont encore gratuits. Les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et Moderna ont annoncé la hausse des prix de leurs vaccins anti-Covid dans les contrats en cours de négociation avec l'Union européenne. Les prix du vaccin Pfizer devraient augmenter d'environ 25% et celui de Moderna d'un peu plus de 10%, a révélé un quotidien britannique. Le gouvernement français estime que cette hausse se justifie par les nouvelles exigences de la part de l'Union européenne. Les laboratoires doivent adapter leurs vaccins aux nouveaux variants et permettre que l'essentiel de la production se fasse sur le territoire européen. Revenons en Côte d'Ivoire, précisément dans le nord du pays, à Sinématiali. Les actions de développement suscitent la reconnaissance des populations au président de la République. Les populations de cette ville, de la région du Poro, ont organisé une journée de reconnaissance en présence des autorités traditionnelles, les guides religieux, les cadres du RHDP, suivant ce témoignage de Ami Sissoko. Sinématiali, dans la région du Poro, place Alassane Ouattara. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, dans sa circonscription, pour une fois de plus, témoigner toute sa gratitude aux populations qui lui ont accordé leur confiance à 99,47% des voix lors des législatives du 6 mars dernier. Le député a également exprimé sa reconnaissance et celle des populations au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement dans sa circonscription. Entre autres, l'ouverture d'un bloc opératoire, le bitumage de 20 km de voirie de la ville de Sinématiali et la construction d'une unité de transformation de mangue à Wolo. Grâce à Fidel Sarasoro, il y a une nouvelle dynamique qui est arrivée à Sinématiali. L'union, l'entente et la fraternité entre l'ensemble des fils et filles du département de Sinématiali. Nous avons bénéficié de plusieurs choses. Les hôpitaux, les écoles, le bitumage de la ville, la lumière. Le député Fidel Sarasoro a pris l'engagement de booster le développement dans sa circonscription. Il bénéficie du soutien du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koulibaly, et de la plateforme des députés RHDP. J'ai profité de l'occasion pour engager les cadres de Sinématiali, pour que nous soyons solidaires, nous soyons unis, que nous fassions un bloc pour travailler pour le développement du département. J'ai annoncé qu'il était important que nous nous investissions dans des actions dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement, dans le domaine de la transformation agricole, afin de pouvoir créer les conditions d'un emploi durable pour les jeunes de Sinématiali. Cette journée de reconnaissance a pris fin par les danses traditionnelles et un concert géant. À l'ouest du pays, on parle des perspectives de développement. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes a rencontré dans ce cadre les populations sous sa tutelle. Albert Flindé a exposé sur sa mission. Il devra travailler au développement de ce district en collaborant avec les cadres, les élus, les autorités coutumières, religieuses et administratives. Le compte-rendu de cette rencontre avec F. Boué depuis la ville de Mans.
Première sortie officielle d'Albert Flendé, ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, depuis sa nomination le 18 juin dernier. À Mans, devant les représentants de la chefferie du district, devant l'ensemble des cadres, des élus, des autorités administratives, religieuses, des femmes, des jeunes, le ministre-gouverneur a rendu un hommage au président de la République pour sa nomination et a signifié être là pour impulser le développement local. Je serai à la disposition de la population du district. Et je serai en train de travailler dans la complémentarité, c'est-à-dire ce que la commune fait, elle doit faire bien. Ce que le conseil régional fait, il doit faire bien. Je ne suis pas venu pour être les gendarmes ni des collectivités, ni de l'administration déconcentrée. Je suis venu pour compléter. Et je suis venu, comme le président de la République nous l'a recommandé, pour être ceux-là qui permettent à ce que le président fait à travers le gouvernement. Il faut que ça arrive à la population. C'est ça notre rôle. Les cadres et élus du district ont exhorté les populations à prôner l'union, la solidarité, la paix, la cohésion sociale pour un développement harmonieux du district qui présente encore de nombreux défis à relever. Notre district a un léger retard sur le reste de la Côte d'Ivoire. L'Ouest regorge de potentialités que nous estimons inexploitées. À nous de les exploiter. Et le moment, c'est maintenant. Chers parents, nous sollicitons donc votre accompagnement. Le temps de la solidarité, de l'union des filles et des fils du district des montagnes a sonné. Quand on est ensemble, on est toujours plus fort. Quand on est ensemble, on va toujours plus loin. Le district autonome des montagnes, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est composé des régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali. Il a 13 départements, 17 communes, 73 sous-préfectures, dont 46 fonctionnels et 901 villages, pour une population estimée aujourd'hui à environ 2 700 000 habitants. Un secteur est en plein essor en Côte d'Ivoire. Il s'agit de celui de la nacarde. L'industrie compte aujourd'hui plus de 5 unités de transformation de la noix de cajou. Le directeur général du conseil coton à nacarde visitait de nouveaux sites d'unités de transformation à Toumoudi et à Anyama, Noël Gnagno. Gagner la bataille de la transformation de l'anacarde. Voilà le nouveau challenge du conseil coton à nacarde. Un challenge qui a ses exigences. Le président de la République et le gouvernement ont bien voulu me confier les filières coton et anacarde. Aucune unité ne doit s'installer en Côte d'Ivoire sans que je sache où elle est située, comment elle évolue et quels sont, j'allais dire, ses moments de joie et quels sont éventuellement ses moments donc, de difficulté. Ces motivations ont conduit successivement le directeur général du conseil coton à nacarde et son équipe dirigeante d'abord à Toumoudi, dans la région du Bélier, puis à Anyama, dans la banlieue d'Abidjan. Leur capacité de transformation, 15 000 tonnes à Anyama, 50 000 à Toumoudi, dans le village de Blé. Cette dernière a une singularité. C'est au total une usine parfaitement intégrée qui part donc de l'achat des noix brutes de cajou, leur traitement, leur commercialisation et le traitement des coques. Et au-delà du traitement des coques, l'huile qui est extraite, il y a toujours un résidu. Ce résidu est recyclé en énergie. Les investisseurs, un père et ses 2 fils, ambitionnent de faire de la Côte d'Ivoire une référence dans la transformation du cajou. Après plusieurs années de recherche et d'études, nous avons découvert que la Côte d'Ivoire est le meilleur endroit pour implanter notre usine intégrée de cajou et faire de la Côte d'Ivoire le leader en la matière. Loin de là, à Anyama, une autre visite. Une autre ambition est traduite en investissement avec à la clé porter les capacités du pionnier de la transformation du cajou en Côte d'Ivoire à plus de 100 000 tonnes d'ici à 2025. Nous sommes totalement alignés avec l'objectif du gouvernement qui est d'apporter de la valeur ajoutée aux matières premières agricoles en Côte d'Ivoire. Donc à l'horizon 2025, notre capacité de transformation va doubler. On passera certainement de 50 000 tonnes à 100 000 tonnes de noix de cajou transformées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec 50 000 tonnes transformées en Côte d'Ivoire, c'est 2 000 emplois directs qu'Olam crée à Boaké, à Demokro et à Nyama. À 100 000 tonnes, nous créerons au Bamo 4 000 emplois pour des Ivoiriens sur le territoire ivoirien. Notons que pour la seule année 2021, 5 unités ont vu le jour avec plusieurs milliers d'emplois créés.
en majorité des femmes. Prenons à présent des nouvelles de nos Olympiens au JO de Tokyo. La sprinteuse Marie-Josée Talou a couru ce lundi le 200 mètres en 22 secondes 11. Elle a terminé première de la course et est qualifiée pour la finale qui a lieu demain. Le point avec Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Risso. Après avoir terminé au pied du podium aux 100 mètres derrière le trio jamaïcain, Talou Marie-Josée se savait très attendue pour le 200 mètres et elle n'a pas déçu pour son entrée en lice. Qualifiée en demi-finale après une course parfaite, la sprinteuse ivoirienne a récidivé dans cette demi-finale. Alignée dans le couloir numéro 6, elle finit la course en tête en remportant sa série en 22 secondes 11 centièmes. Elle est suivie par la Bahaméenne Shaounae Miller-Huibo qui se qualifie également avec un temps de 22 secondes 14 centièmes. Une étape décisive franchie avec la manière par Marie-Josée Talou qui devra confirmer sa belle performance ce mardi lors de la finale face à d'autres favorites comme les Jamaïcaines Shelly Ann Fraser-Price et Hélène Thompson. Nous espérons une belle médaille pour la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou lors de cette finale du 200 mètres. Les étudiants de Côte d'Ivoire sont encouragés à promouvoir la cohésion et la paix. Ce sont des notions qui ont été prônées au cours d'un tournoi de Maracana, dénommé Tournoi de la Fraternité. 24 équipes étaient en compétition. Assou Touré d'Agnogo nous en parle. Ce geste marque le coup d'envoi du tournoi de Maracana organisé par les étudiants de la cité Mermoz de Cocody. Sur 24 équipes au départ, la finale s'est disputée entre l'équipe du COS en rouge et blanc et celle de Young Soccer en vert et blanc. Ici en cité universitaire, c'est vrai, il y a les temps de cours, mais hormis nos temps de cours, il est important pour nous de nous égayer de temps en temps à travers les différents jeux que nous organisons. Et donc ce soir, c'est le tournoi de football qui est à l'honneur. Pour nous, c'est important, vu aujourd'hui le climat politique et la situation aujourd'hui de ce pays, il faut que tout un chacun puisse effectivement s'engager et se prononcer dans seulement le volet, d'abord à travers la culture, à travers le sport, et faire la promotion de la fraternité, de la convivialité. Cette rencontre, placée sous le sceau de la fraternité, vise à occuper sainement la jeunesse et à déceler en eux des talents. Ce tournoi est parrainé par le chef protocole du président de la République, Éric Tabat. Il a exhorté ses filleuls à promouvoir un climat de paix, de fraternité et de cohésion sur les campus. On est dans une nouvelle ère désormais. Dans les cités, la politique n'a pas sa place. On peut être de différents partis politiques, mais on doit être des frères. Et on est venu pour étudier surtout. Et quand on fait un peu de sport, c'est bon pour les mentalités, c'est du divertissement. Donc moi, c'est de dire étudier, aller à l'école surtout. Et puis demain, quand vous allez arriver quelque part, vous aussi vous serez ambassadeur, vous serez cadre de ce pays. Le tournoi de la cohésion et la fraternité est à sa première édition. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour d'autres informations d'ici et du monde sur RTI1.